Donc moi, je travaille à l'Institut Néel au CNRS à Grenoble. Le travail que je vais présenter donc, est sur des systèmes hybrides de nanomécanique, c'est-à-dire couplant des oscillateurs mécaniques à d'autres systèmes. Donc on parle à ce moment-là de systèmes hybrides. Il y a différentes expériences qu'on va faire, notamment une dans laquelle que je vais présenter, notamment une dans laquelle on couple un nanofil de SiC à des centres NV. Cela a été fait en collaboration avec Vincent Jacques à l'ENS Cachan et qui s'occupaient donc de la partie NV, on va dire. Et les nanofils de SiC venaient de Lyon avec Alessandro Siria, Philippe Poncharal et Pascal Vincent au LPMCN à Villeurbanne. Donc, et au sein de l'équipe, donc, on a 2 étudiants en thèse qui travaillent actuellement sur ces thématiques, donc Arnaud Glop et Sven Rohr. Eva Dupont-Ferrier travaille sur ces thématiques également en tant que postdoc. Et Signe Seidelin et moi-même, nous menons ces activités au laboratoire. Donc, le contexte de ce travail-là, c'est celui des oscillateurs mécaniques ultra-froids, donc ce que présente Michel Dévoré au cours de ce cours. Je vais passer rapidement puisque tout va être dit dans ce cours. Mais donc le contexte, c'est donc d'essayer de refroidir un oscillateur mécanique macroscopique jusque dans son état fondamental de vibration. Et ça, pour atteindre cet état-là, il faut combiner en fait 2 challenges expérimentaux qui sont d'abord d'être capable de refroidir l'oscillateur tout en pouvant observer ses fluctuations de point zéro. Donc en ordre de grandeur, pour atteindre l'état fondamental, il faut que la température soit plus basse que le quantum de vibration. Et pour un oscillateur à 10 MHz, il s'agit d'atteindre des températures de 500 microkelvin. Donc c'est extrêmement froid. Et en ordre de grandeur, l'extension spatiale des fluctuations de point zéro atteint l'ordre du femtomètre à peu près pour les oscillateurs dont je parlerai aujourd'hui. Et donc c'est également très petit. Alors pour combiner et résoudre ces 2 problèmes, en fait, en utilisant le couplage optomécanique entre un faisceau laser de mesure et un oscillateur mécanique, on peut à la fois, en intégrant le résonateur dans une cavité optique de grande finesse, atteindre des sensibilités de déplacement extrêmement sensibles, bien meilleures en fait que les fluctuations de point zéro. Donc il est possible de voir les fluctuations de point zéro. Et de plus, en utilisant le laser pour refroidir les vibrations du résonateur, comme ça a été fait dans les expériences d'atomes froids, il est possible de refroidir l'oscillateur jusque dans son état fondamental en principe. Et donc il y a eu un énorme travail expérimental au cours des 5-10 dernières années. Et l'année dernière et en 2010, plusieurs groupes ont été capables en fait, d'approcher et d'atteindre les fluctuations de point zéro. Donc là, il y a quelques exemples des groupes qui ont fait ça. Je trouve ça assez élégant que en fait, le faisceau de mesure peut être un laser, peut être des photons optiques, dans le domaine de l'optique pour ces 2 expériences-là, à l'EPFL et à Caltech, mais aussi via des micro-ondes, dans cette expérience-là qui a été menée au NIST. Donc maintenant, il est possible d'avoir des oscillateurs mécaniques dans leur état fondamental. Donc c'est une réalisation expérimentale très importante et qui ouvre de nombreuses directions. Je les classerai en 2 types d'orientation. Alors d'abord, essayer de prolonger encore cette étude du régime du couplage optomécanique, c'est-à-dire d'atteindre un régime dans lequel les fluctuations de l'oscillateur sont gouvernées par le faisceau sonde qui sert à le mesurer. Et à ce moment-là, on tombe vraiment dans toutes les thématiques de la mesure continue. Et l'enjeu, en fait, est d'essayer de battre la limite quantique standard de déplacement. Et on peut aussi également envisager d'effectuer des mesures non destructives d'intensité de faisceaux laser au niveau quantique. Et pour ça, je vous conseille... Enfin, voilà le type d'expérience que mène Antoine Hellman au LKB. À Jussieu. L'autre direction, qui est celle qu'on étudie au laboratoire, c'est de développer des systèmes mécaniques hybrides, c'est-à-dire de coupler l'oscillateur mécanique à un autre système quantique, un système de niveau. Et le but étant de transférer en fait, l'état quantique de ce système sur l'oscillateur mécanique afin de créer des états mécaniques arbitraires, cela pouvant être des états de Fock, par exemple, ou des superpositions quantiques de l'oscillateur mécanique.
Donc voilà l'objectif, donc c'est d'aller au-delà de l'objectif de l'expérience, c'est d'aller au-delà du refroidissement dans l'état fondamental. Le but est de créer et d'observer. Observer, c'est vraiment la partie importante de ce qu'on cherche à voir, des états non classiques. Alors, pour cela, on va donc créer des systèmes hybrides en couplant l'oscillateur mécanique avec un système à deux niveaux. Et l'enjeu, en fait, est de créer un système hybride dans lequel on va pouvoir observer et contrôler les deux composantes du système hybride afin de voir comment l'énergie se propage ou l'information se propage entre ces deux systèmes-là. Donc, on va vouloir, ce qu'on va essayer de faire, c'est de développer l'optomécanique en fait de ces systèmes hybrides, comme c'est représenté sur ce diagramme-là. Les motivations pour étudier ça, donc c'est d'abord essayer d'observer des signatures quantiques avec des oscillateurs macroscopiques faits de milliards et de milliards d'atomes. Si on est capable de contrôler l'état mécanique de l'oscillateur, à ce moment-là, toute une branche d'expérience s'ouvrirait à nous, dans le thème, par exemple, de l'information quantique, mais aussi des mesures de très grande sensibilité, puisque les oscillateurs mécaniques sont vraiment l'objet de base pour mesurer la matière à très petite échelle. On peut penser au microscope à force atomique, par exemple. De manière plus fondamentale, ce couplage entre un oscillateur mécanique et un système à deux niveaux reproduit en fait ce qui a été étudié dans le cadre des manips d'électrodynamique quantique en cavité. Et je trouve élégant d'être capable d'essayer de reproduire ça, de s'inspirer de ça avec des oscillateurs mécaniques macroscopiques. Donc, l'oscillateur mécanique étant très facilement interfaçable avec d'autres systèmes, il y a déjà eu beaucoup de réalisations de systèmes hybrides. Je vais passer rapidement, mais par exemple, des oscillateurs mécaniques peuvent être couplés aux propriétés électroniques de boîtes quantiques. Des ensembles atomiques comme des condensats de Bose-Einstein sont couplés dans le groupe de Philippe Trotline, par exemple, à Bâle, aux vibrations de cantilever. Donc ça, ce sont des expériences qui ont été menées à des températures beaucoup plus grandes que la température quantique de l'oscillateur. Mais il y a aussi une expérience phare qui a été menée en 2010 à Santa Barbara dans le groupe d'Andrew Cleland, dans lequel les vibrations d'un résonateur piézoélectrique étaient couplées à un qubit de phase. Et ils ont pu comme ça mesurer via le qubit de phase et manipuler en fait l'état quantique d'un résonateur mécanique. Donc, ce que nous, on va chercher à faire, c'est d'utiliser en fait, les centres NV dans le diamant. Et on va coupler ces centres NV en fait, à des nanorésonateurs mécaniques. Donc, nanorésonateurs, puisque ce sont des objets de très petite taille. Donc, qui dit petite taille dit très sensible aux fluctuations de l'environnement et donc des sensibilités en force exceptionnelles. Et de plus, leur petite taille et leur faible masse donnent accès, leur confèrent en fait des fluctuations de point zéro de grande amplitude, donc c'est plus facile à observer, ainsi que des fréquences relativement élevées, ce qui facilite également l'accès à leur état quantique fondamental. Donc d'un côté, nous, on aura l'oscillateur nanomécanique, et là je vous présente une image en fait, des nanophiles de SiC qui sont développés à Lyon et qu'on a utilisé chez nous. Et le système quantique auquel on va coupler ces nanorésonateurs sont en fait des défauts NV pour nitrogen vacancy dans le diamant. Donc c'est dans la maille du diamant un atome de carbone qui est remplacé par un atome d'azote localisé à côté d'une lacune du matériau. Donc ça c'est une sorte de petit atome intégré dans la maille cristalline, dans la maille du diamant qui se comporte comme une sorte de molécule optiques, c'est-à-dire lorsqu'on l'éclaire avec un faisceau vert, il va émettre des photons rouges, ce qui va permettre de détecter la présence de ces centres NV dans du diamant. Ces centres NV sont présents à la fois dans des nanocristaux, mais aussi dans du diamant natif et massif. Et de plus, le grand intérêt des centres NV actuels est basé sur le fait que leur état fondamental est en fait un triplet de spin, séparé par 3 GHz à peu près, et de spin 1, et les sous-niveaux de spin l'état de spin pouvant être manipulé en fait par des champs micro-ondes externes. De plus, la lecture de l'état de spin peut être faite de manière optique, c'est-à-dire, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus.
Enfin, le centre NV, les propriétés de spin du centre NV présentent des temps de phi extrêmement longs qui peuvent atteindre 2 millisecondes pour des échantillons à température ambiante, ce qui est vraiment un record dans le domaine de la physique du solide. Et donc maintenant, on va étudier le couplage entre ces deux éléments-là, qui va s'écrire sous cette forme-là, donc un hamiltonien de couplage du type de la cavité QED, où le couplage, on va étudier deux types de couplage. D'abord un couplage magnétique, c'est-à-dire on a un spin, donc si on immerge le système dans un gradient de champ magnétique, on va pouvoir coupler en fait ces deux composantes-là, mais aussi le couplage par contrainte, c'est-à-dire si on crée un résonateur mécanique en diamant, celui-ci en vibrant va déformer les propriétés électroniques du système, et ça va nous donner une deuxième manière de coupler ces deux entités qui forment notre système hybride. Et le premier couplage, ces deux couplages en fait, sont extrêmement intéressants, parce qu'au sens de la cavité QED, ils permettent d'atteindre le régime de couplage fort, voire le régime de couplage ultra fort, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc dans cette présentation, je vais d'abord présenter les propriétés magnétiques le couplage magnétique en fait, entre un centre NV qui sera positionné à l'extrémité d'un nanofil de SiC. Ensuite, je présenterai les méthodes optiques qu'on a développées afin de lire les vibrations de position de ce nanorésonateur. Et de ce nanorésonateur qui a une taille beaucoup plus petite que la longueur d'onde. Et donc, ça pose des questions sur comment faire pour maintenir une grande sensibilité de lecture. Et enfin, je présenterai quelques expériences qu'on a menées à Grenoble qui utilisent en fait le couplage par contrainte dans ces systèmes hybrides mécaniques. Voilà. Alors, donc, il y a un oui. gradient de champ important pour le couplage magnétique. Oui, c'est jusqu'à 10,5, 10,6 Tesla par mètre en fait, donc c'est extrêmement important. Bon, je le présenterai juste après. Et oui, effectivement. Oui. Donc le NV en oscillant, il va avoir un champ magnétique oscillant, c'est ce qui va donner le couplage dans le système hybride. Alors d'abord sur les centres NV et leur photophysique, comment les observer. Donc le système est assez simple, hein. On a un échantillon, on éclaire avec un laser vert à travers un objectif de microscope et on collecte à travers ce même objectif la fluorescence rouge du centre NV et après quelques filtres on envoie ça vers une photodiode avalanche qui est très sensible et pour quelques milliwatts envoyés, un centre NV unique en fait permet de collecter quelques femtowatts de lumière. Donc c'est très peu, mais suffisant pour détecter, comme on peut voir là, dans une image obtenue en balayant la surface de l'échantillon avec l'objectif du microscope, de détecter donc des centres uniques. Ces centres sont, comme j'ai dit, ce sont des centres ultra stables, c'est-à-dire ici on peut voir la fluorescence mesurée pendant 25 jours, ce qui laisse le temps de faire beaucoup d'expériences, bien qu'elles aient lieu avec des quantités de lumière très faibles détectés sur les détecteurs. Vous pouvez voir une image ici des nanocristaux qui sont responsables en fait, de cette fluorescence-là, de diamants. Et l'autre élément de notre système mécanique sont des nanorésonateurs de SiC. Ils sont fabriqués à Lyon, c'est-à-dire qu'ils sont collés sur une pointe de STM en tungstène à Lyon. Et en fait, ce sont des oscillateurs mécaniques, nanomécaniques très intéressants. On peut voir ici une image donc, électronique et ici une image en microscope électronique en transmission dans lequel on excite en fait, les vibrations du premier mode et du deuxième mode propre de vibration avec une force électrostatique. Donc ce sont des oscillateurs très légers, donc c'est intéressant pour les mesures de force. Ils oscillent à haute fréquence, relativement haute fréquence pour ce qui nous intéresse, et on peut les exciter avec des amplitudes d'oscillation relativement importantes, ce qui permet d'atteindre des sortes de couplages non linéaires dans le système, qui sont relativement intéressants pour ce que l'on veut faire. De plus, les facteurs de qualité sont souvent bons, c'est-à-dire pour une structure relativement simple, au-delà de 10 000 et des valeurs au-delà de 100 000 sont observées régulièrement après quelques étapes d'optimisation. La fonctionnalisation, c'est-à-dire le dépôt en fait, des centres NV à l'extrémité du résonateur, se fait aussi de manière très simple, c'est-à-dire simplement en immergeant le nanophile dans une goutte de diamant
contenant des nanocristaux de diamants. Donc simplement, on immerge le nanofil, on trempe son extrémité et on retire le nanofil et ensuite on mesure optiquement si on a déposé un centre NV à son extrémité. Ceci est fait juste avec un piezo qui déplace la goutte. Et à cause des propriétés de viscosité, il est possible d'immerger uniquement l'extrémité du nanofil sur beaucoup moins qu'un micron, quelques centaines de nanomètres, sans trop de problèmes. De plus, si on veut augmenter l'efficacité d'adhésion, on utilise un faisceau laser qui va servir, le même qui sert à mesurer la fluorescence, mais à beaucoup plus forte puissance afin d'augmenter l'agitation dans la goutte, ce qui facilite l'adhésion en fait, des nanocristaux à la surface du nanofil. Et en plus, via un mécanisme qu'on attribue à des pinces optiques, qui permet également de déposer d'énormes quantités de diamants, de nanocristaux à la surface de l'échantillon. Comme on peut le voir sur ces images électroniques, donc ça c'est l'extrémité du nanofil et on voit qu'il y a toute une structure de nanocristaux qui a été déposée lorsqu'on met en œuvre le laser. On peut comparer les images électroniques et les images de fluorescence. On voit qu'il y a un bon accord justement entre la position des centres NV et le centre. Et après avoir fait ces étapes de dépôt, qu'on peut faire à beaucoup plus faible densité, on peut ensuite également découper le fil avec un faisceau d'ion focalisé pour modifier ses propriétés mécaniques et optiques. Par exemple, Jean-François Motte du laboratoire est capable de faire des structures très propres et relativement évoluées pour justement contrôler les propriétés mécaniques de ces structures. Quel est le rendement quelle chance on a d'avoir un centre NV au bout du résonateur? Je dirais la seule difficulté, c'est que le centre NV soit bien l'extrémité du fil. Mais si on prend donc, pour avoir un seul centre NV, il faut juste baisser la concentration de diamant dans la goutte et ne pas mettre le laser lorsqu'on immerge le nanofil. Et après, ça marche à tous les coups. Mais après, l'enjeu est un peu d'avoir un bon centre NV à l'extrémité du nanofil, c'est-à-dire bon avec une durée de vie de spin relativement longue. Mais bon, donc la seule difficulté, c'est de l'avoir vraiment à l'extrémité. On ne contrôle pas la position ni l'orientation du centre NV, donc notamment, c'est-à-dire l'axe NV du centre NV, qui est très important pour toute la physique du spin qui vient derrière. Et donc la difficulté d'aligner en fait cette direction NV avec un des modes propres de vibration du nanofil. Donc pour ça, il faut juste, disons... Le taux de réussite est de combien alors? À la fin, c'est une fois sur 5, on a un centre NV qui est unique, au bon endroit et bien aligné, on va dire. Parce qu'il y a 2 polarisations de vibration, du coup, c'est relativement facile de trouver cette orientation en fait. Donc ça, c'est pour des centres NV, énormément de centres NV, en fait. Une centaine à peu près, vu les signaux de fluorescence, c'est ce qui correspond à peu près à ce qu'on peut compter sur cette image électronique. Mais justement, si on travaille avec une plus faible densité, il est possible de déposer un seul centre NV à l'extrémité du nanofil. Donc l'unicité du centre NV est vérifiée par des méthodes d'autocorrélation optique. Oui, pardon. Là, c'est tout à l'air pour le moment. Toute l'immersion et tout ça se fait bien sûr dans l'air. Ouais. Les vibrations sont, sur les premières choses que je vais présenter seront dans l'air, pour juste démontrer quantifier le couplage, et maintenant on travaille sous vide à 10-4 millibars à peu près. Juste sur la taille des cristallites qui contiennent les centres NV, est-ce que c'est dispersé ou vous avez une taille, c'est monodisperse Donc nous, on utilise une solution dans laquelle la taille moyenne des centres NV est de 50 nanomètres, le diamètre à peu près, ce qui est encore petit par rapport au diamètre des nanophiles qu'on utilise, qui sont plutôt de quelques centaines de nanomètres, 200-300 nanomètres. Et voilà. Ça a un impact sur la durée de vie de spin, la taille? Ah oui, plus on a des nanocristaux petits, plus il est difficile d'avoir des grandes durées de spin, parce que les centres NV sont proches des surfaces où il y a tous les problèmes de matière condensée qu'on connaît. Oui. Mais nous, sur ces types de cristaux-là, on voit très souvent la structure hyper fine des centres NV, ce qui est une signature que ce sont des centres vraiment de bonne qualité de spin. Ouais. Voilà. Donc l'unicité de ces centres NV, j'y reviendrai un petit peu après, est vérifiée par des méthodes d'autocorrélation, c'est-à-dire on vérifie bien que c'est une source de photons unique qu'on a à l'extrémité du fil, en vérifiant que lorsqu'on ne peut détecter en fait qu'un seul photon à la fois sur une expérience d'autocorrélation optique. Alors, on a d'abord utilisé en fait cette source de photons, ce petit
ces petites lampes qu'on a à l'extrémité du fil pour caractériser en fait les vibrations mécaniques du nanofil. Donc pour ça, on positionne le laser à l'extrémité du nanofil. Et d'abord, sans exciter le nanofil, on scanne simplement la position du nanofil au sein du waist optique. Donc on peut comme ça mesurer l'intensité lumineuse en fonction de la position. Et donc ensuite, on positionne le nanofil au milieu du waist optique et on commence à l'exciter avec un piezo qui est collé beaucoup plus haut le long de la pointe de tungstène. Et lorsque le centre NV va commencer à osciller, on va avoir une baisse de fluorescence lorsque la fréquence d'excitation correspond à la fréquence de vibration mécanique. Donc c'est ce qu'on voit sur cette courbe-là. Lorsqu'on augmente la fréquence d'excitation, l'amplitude, le niveau de fluorescence en fait baisse à la résonance mécanique. En plus, on est capable de mesurer temporellement l'évolution de la fluorescence du centre NV. Et la comparaison de ces cartes-là avec cette carte-là permet en fait de déterminer l'orientation de vibration. En fait, on fait un ajustement de cette courbe expérimentale-là avec cette carte statique-là, et ça permet de trouver à la fois l'amplitude et la direction d'oscillation du centre NV. Alors on voit sur ces courbes-là que le minimum de fluorescence se décale vers la gauche, vers les basses fréquences, lorsqu'on augmente l'amplitude d'excitation. Et ça, en fait, c'est une première signature des forces optiques, de pinces optiques qui entrent en jeu dans le système. C'est-à-dire, lorsqu'on excite, donc c'est des mesures qui sont faites à relativement forte puissance, on en voit quelques milliwatts sur le système. Et donc, ces puissances-là sont suffisantes, en fait, pour décaler la fréquence mécanique de résonance, parce que les forces optiques vont piéger le nanofil à son extrémité et donc augmenter sa fréquence de résonance. Donc, lorsqu'on excite à faible amplitude d'excitation, on reste dans la zone du piège. Par contre, lorsqu'on va augmenter l'amplitude d'oscillation, on va retrouver la fréquence de résonance naturelle du nanofil, et c'est pour ça qu'on a une fréquence qui est plus basse, pour cette courbe bleue-là. Donc ça, c'est une signature dynamique des effets de pince optique qu'on observe, mais il y a aussi une signature assez jolie statique, c'est-à-dire c'est une image qu'on obtient simplement en balayant le laser et en mesurant la fluorescence. Donc ceci est obtenu à faible puissance, donc on retrouve une image de diffraction habituelle. Limitée par une tâche d'Airy habituelle. Par contre, lorsqu'on augmente la puissance, c'est surtout visible sur cette image-là, lorsqu'on va balayer le laser va emporter avec lui le nanofil et du coup induire des structures qui sont plus petites que la limite de diffraction à l'intérieur de ce lobe-là. Et donc toutes ces signatures-là sont des signatures des forces optiques qui entrent en jeu, qui gouvernent la dynamique de l'oscillateur. Donc c'est des choses qu'on devra contrôler quand on voudra vraiment utiliser les nanophiles comme des sondes de force, avec une grande sensibilité. Enfin, les propriétés, le degré de liberté mécanique qu'on donne à cette source de photons unique est bien résumé dans des courbes d'autocorrélation. Donc la courbe d'autocorrélation, c'est simplement quelle est la probabilité de détecter un photon. Si on détecte un photon à t égale 0, quelle est la probabilité d'en détecter un deuxième un peu plus tard, avec un certain délai. Donc la courbe rouge est ce qu'on obtient pour un centre NV unique à partir de lorsque l'oscillateur est au repos. Et la courbe noire est lorsqu'on excite en fait les vibrations du nanofil, et on constate l'apparition de zones de délai pour lesquelles il y a une baisse de la fonction d'autocorrélation, qui est simplement due au fait que si on détecte un photon à t égale 0, le photon est émis dans le volume de mesure, et au bout d'un certain moment, le centre NV quitte la zone de mesure, et ensuite on voit cette structure périodique qui est simplement liée aux vibrations du nanofil. Donc l'analyse en fait de ces courbes-là permet également de mesurer la dynamique de l'oscillateur mécanique au sein du centre NV. Oui. La force optique, elle est reliée à la fréquence du centre NV, c'est ça? La fréquence entre le Non, là, la force optique le NV ne joue aucun rôle là-dedans. C'est juste l'objet diélectrique qui est le nanofil placé au sein du waist du laser qui est sujet à des forces optiques. Ouais. C'est des forces comme des pinces optiques en biologie. Il y a des lasers focalisés qui viennent interroger le centre NV, et ces lasers focalisés induisent des forces optiques sur l'oscillateur mécanique. Voilà. Et le centre NV bouge par au reste de l'intermédiaire? Donc c'est un peu difficile à dire. Par contre, on a fait des manips sur le même système pendant 6 mois à peu près, et on n'a pas du tout mesuré de déviation d'orientation du centre NV par rapport au nanofil, à plus ou moins quelques degrés. Donc c'est-à-dire que, bon.
Dans une certaine limite, il est rigidement attaché au nanofil. Voilà. Donc ça, c'était pour les propriétés optiques, et le caractère source de photons unique du centre NV. Maintenant, le deuxième intérêt du centre NV, c'est son état fondamental, qui est donc cet état de triplet de spin. Et en fait, toutes les propriétés intéressantes du spin électronique du centre NV sont liées à la capacité en fait, de lire optiquement et de préparer optiquement le spin électronique du centre NV. Ça, c'est dû et simplement, donc, comment on lit optiquement, c'est simplement l'état ms égale 0 va donner lieu à plus de fluorescence que l'état du haut. La variation, le contraste est seulement de 30% entre le niveau de photons qu'on émet entre ce niveau-là et ce niveau-là, ce qui fait que ça prend un peu de temps pour savoir exactement quel est le spin. Et ces propriétés-là sont dues à l'existence en fait, d'un niveau métastable vers lequel on transite uniquement si on a une polarisation, si on a un spin plus ou moins 1 dans l'état du haut. Et donc c'est ces propriétés-là qui font qu'on peut détecter optiquement l'état de spin. Et de plus, la désexcitation de ce niveau-là se fait préférentiellement dans l'état fondamental, ce qui donne lieu à une polarisation en fait, du spin électronique fonctionnant à température ambiante. Donc simplement en éclairant le centre NV avec un peu de lumière, on peut préparer son spin dans l'état du bas. Et ensuite, lorsqu'on mesure la fluorescence en fonction de la fréquence de la micro-onde qui va irradier le système, on peut voir une baisse de fluorescence lorsque la fréquence de la micro-onde est résonante avec la transition du spin électronique, qui se trouve autour de 88 GHz en absence de champ magnétique. Et ensuite, quand on applique un champ magnétique, l'état du haut présentant la dégénérescence de l'état du haut va être séparée puisqu'ils ont des valeurs de spin de plus ou moins 1, et on va pouvoir avoir on va observer en fait deux résonances de spin dont l'écartement est proportionnel au champ magnétique vu par le centre NV. Et ça, c'est à la base d'un engouement très important des centres NV comme magnétomètres de très petite taille, parce que ça peut être fait sur des structures de 50 nanomètres voire moins, avec une très bonne sensibilité, bien meilleure que le micro Tesla, pour des mesures statiques comme celle-là. Alors nous, sur nos systèmes, sur notre centre NV suspendu, on a vérifié qu'on pouvait préserver encore ces propriétés de spin. Ça marche très bien. Voilà en gros les résonances de spin qu'on obtient sur le centre NV suspendu lorsqu'on augmente le champ magnétique, lorsqu'on approche un aimant dans une direction donnée. Les courbes ne sont pas... et la dépendance en fait, de ces fréquences de résonance en fonction de la distance de l'aimant, donc en fonction du champ magnétique imposé par l'aimant, permet en fait de mesurer l'orientation du centre NV par rapport au nanophile. Et si on fait ça dans les trois directions, on a une mesure de l'axe NV du nanocristal par rapport à notre système. Donc, comment coupler justement les vibrations de l'oscillateur au centre NV? Donc, pour cela, il faut immerger le système dans un très fort gradient de champ magnétique. Parce qu'en effet, le couplage est celui d'un effet Zeeman traditionnel, c'est-à-dire l'hamiltonien d'interaction est celui-là. Le champ magnétique B doit être pris à la position du centre NV. Donc, si le centre NV oscille, on peut développer cette expression-là autour de son état d'équilibre, X étant le mode propre que l'on considère et U étant la direction d'oscillation de ce mode propre-là. Et on a deux configurations qui se présentent à nous. Donc quand on développe cette expression-là, on obtient cette expression-là pour le couplage, c'est-à-dire les matrices de Pauli qui décrivent le spin sont couplées en fait, au gradient du champ magnétique dans une direction qui est gouvernée par la direction d'orientation. Donc je ne vais pas tout détailler tout ça, mais en gros, on a deux types de régimes. Selon la direction d'oscillation du mode propre, c'est-à-dire si le mode propre oscille le long du centre NV ou perpendiculairement au centre NV, on va avoir deux types de couplage différents, sachant que par exemple pour cette orientation-là, lorsque le mode propre oscille dans la direction du centre NV, si on met un gradient de champ magnétique qui présente un gradient pour sa composante BZ, c'est-à-dire dans la direction du centre NV, à ce moment-là, notre couplage va être uniquement selon la direction, selon la matrice de Pauli sigma Z, et si on met un gradient perpendiculaire, on aura un couplage uniquement selon sigma X, pour la composante perpendiculaire. Donc, selon en gros la structure du champ magnétique, on va pouvoir avoir un hamiltonien de couplage qui est soit celui des expériences d'électrodynamique en cavité traditionnelles, soit un hamiltonien dispersif, c'est-à-dire dans lequel les vibrations du résonateur
changent l'énergie du spin, alors que dans ce cas-là, les vibrations du résonateur induisent des retournements de spin. Donc en fonction simplement de la structure du champ magnétique et des directions de vibration, c'est pour ça qu'on porte un soin important à déterminer ces différents modes propres de vibration, on va pouvoir avoir ces deux types de couplage-là. Alors dans la suite, nous on va se focaliser uniquement sur un couplage dispersif, c'est-à-dire lorsque les vibrations de l'oscillateur modifient en gros l'énergie du spin du centre NV. Et pour cela, en fait, donc pour avoir un fort couplage, on a besoin d'avoir des très forts gradients. Et pour ça, on utilise des structures qui ont été fabriquées au laboratoire dans le groupe micro- et nanomagnétisme, qui sont en fait des couches de néodymium fer-bore déposées sur du silicium, qui sont ensuite gravées pour définir des structures périodiques, afin de créer des gradients très forts et relativement homogènes. Parce que l'homogénéité du gradient détermine en gros le degré de stabilité dont on a besoin sur l'expérience. Et donc on a fait cette expérience-là, donc dans cette configuration-là, c'est-à-dire lorsque le mode propre de vibration vibre dans la direction d'oscillation du centre NV, c'est-à-dire lorsqu'on a un couplage purement dispersif, et on a approché donc une structure magnétique sur le bord du nanophile au moyen d'un piezo, en ajustant en fait le gradient de champ magnétique de la composante BZ dans la direction du centre NV. Et voilà les courbes d'ISR, de résonance de spin qu'on obtient pour un oscillateur qui est excité de plus en plus à une fréquence donnée. Donc on voit en fait que comme l'oscillateur oscille dans un gradient de champ magnétique, la résonance de spin va osciller également. Et ce qu'on voit, c'est d'abord un élargissement en fait, de la résonance. Et lorsque l'amplitude est suffisante, on voit apparaître cette structure en double puits, qui traduit simplement le fait que l'oscillateur oscille et passe plus de temps au maximum de l'oscillation qu'en son centre. Et c'est pour ça qu'on obtient cette forme de résonance-là. Donc on peut, à partir de ça, ajuster le profil obtenu avec une simple analyse en disant qu'on a une résonance qui oscille. Et en mesurant la largeur effective de cette résonance-là, on a donc une mesure du gradient de champ magnétique auquel on travaille. Et donc les courbes rouges, les points rouges ici, sur ce graphe dans lequel on reporte la largeur de la résonance de spin en fonction de l'amplitude d'oscillation, permettent de tirer un gradient de l'ordre de 7000 Tesla par mètre pour cette expérience-là. Et si on se rapproche de la structure si on rapproche la structure magnétique et qu'on travaille à un gradient plus fort, on voit que la pente est beaucoup plus importante pour des petites oscillations, mais au bout d'un moment, le gradient étant moins homogène puisqu'il est plus fort aussi, ça va de pair, on voit une déviation à cette droite qui sont ces points-là. Donc, cette mesure-là permet en fait de démontrer qu'on peut avoir un couplage entre un centre NV unique et un résonateur mécanique. Permet également de mesurer les constantes de couplage qui sont, et on a pu travailler jusqu'à 10 puissance 5 Tesla par mètre, ce qui correspond à 100 millitesla par micromètre, ce qui veut dire qu'on a besoin d'une très très grande stabilité mécanique afin de pouvoir et de ne pas avoir de dérive entre le centre NV et la structure de champ magnétique, afin de pouvoir travailler de manière stable avec de tels gradients. Toutes ces courbes-là sont prises pour un mode propre oscillant à 625 kHz, c'est-à-dire à très basse fréquence par rapport à la largeur de spin, ce qui veut dire qu'on est dans un cas adiabatique, c'est-à-dire que la résonance de spin oscille et que le spin suit de manière adiabatique la variation de fréquence de résonance imposée par la vibration. Oui. Les différentes courbes, c'est correspond Pardon. à différentes positions du résonateur. Celle-là ou celle-là? Ouais, À gauche, là? Non, c'est juste, on a un piezo en haut et on augmente l'amplitude d'excitation, ce qui va augmenter l'amplitude d'oscillation du nanophile. donc c'est une moyenne en fait. Donc ça, c'est vraiment les courbes brutes qu'on obtient de fluorescence. Et au lieu d'avoir une résonance étroite et à une fréquence donnée, on voit qu'il y a un élargissement. Et c'est moyenné, en effet, puisqu'on est dans le régime adiabatique et qu'on mesure très lentement par rapport à la période de vibration, c'est effectivement une mesure moyennée sur l'oscillation temporelle du fil. Voilà. Et sur ce type d'expérience-là, il est possible de faire des mesures stromboscopiques, où on mesure plus rapidement que la dynamique, que les vibrations de l'oscillateur, et on peut tout à fait comprendre ça comme une série de résonances qui oscillent au cours du temps. Voilà. Il est possible d'être dans le régime non adiabatique. Justement, c'est ce qu'on aimerait faire. Et justement, dans le transparent d'après,
Comme on n'y était pas tout à fait sur ce fil-là, puisqu'on était dans l'air, du coup, les modes propres haute fréquence, il était très difficile de les exciter avec des amplitudes importantes pour pouvoir vraiment mettre en évidence les bandes latérales qu'on attendrait dans ce régime-là. Donc on a d'abord voulu simuler expérimentalement ce régime-là, en simulant en fait via un guide d'onde simplement le régime des bandes latérales résolues effectivement. Donc peut-être j'ai écrit ça puis je présenterai un peu, j'y reviendrai un peu après. Donc ce qu'on a fait c'est effectivement de prendre un guide d'onde. Donc ce guide d'onde est de déposer des nanocristaux à la surface de ce guide d'onde. On voit ici des images de fluorescence et on se focalise sur un nanocristal qui est relativement près du guide d'onde. Et ce guide d'onde sert à la fois de transport pour la micro-onde qui effectue la spectroscopie du centre NV, comme avant, mais aussi on rajoute en fait un champ RF, entre on va dire jusqu'à 25 MHz à peu près, qui simule en fait un champ magnétique oscillant au niveau du centre NV, qui serait le champ magnétique vu par le centre NV oscillant à l'extrémité du nanofil. Et donc pour ça, ça permet de bien montrer la différence entre le régime adiabatique et le régime non adiabatique, qui est aussi appelé le régime des bandes latérales résolues, parce que justement, lorsqu'on reproduit les mêmes courbes qui ont été obtenues précédemment en augmentant l'amplitude d'excitation, l'amplitude d'oscillation, donc en fait le champ magnétique RF qui simule la vibration, au lieu d'avoir juste un élargissement, on voit apparaître des bandes latérales avec une profondeur qui est d'autant plus grande qu'on applique une grande modulation ou un grand déplacement mécanique. Et donc voilà les types de courbes qu'on obtient justement dans un régime non adiabatique sur ce système-là. Donc tout l'enjeu maintenant de nos expériences, c'est essayer d'atteindre ce régime-là avec des vrais oscillateurs mécaniques. Est-ce que tu pourrais détailler pourquoi on voit une sous-structure dans les bandes latérales Oui, alors ça c'est justement la structure hyper fine du centre NV qui est due au couplage du spin électronique avec le spin nucléaire. Et en fait, on la voit plus sur les bandes latérales que sur la porteuse, parce que la porteuse est élargie radiativement et que l'élargissement est moins fort en fait, sur les bandes latérales. Mais ça, c'est de moins en moins vrai au fur et à mesure qu'on augmente la puissance micro-ondes. Et donc, si on faisait en sorte que les bandes latérales étaient aussi profondes que la porteuse, cette structure hyper fine disparaîtrait et apparaîtrait à ce moment-là sur la porteuse. Pourquoi c'est moins couplé sur les bandes latérales ? Disons, c'est juste l'élargissement dans ces structures-là. Si on fait de la spectroscopie de centre NV comme ça, en augmentant la puissance micro-ondes qui sert à mesurer, d'abord ce qu'on voit, c'est une augmentation du contraste, c'est-à-dire ce pic descend. Et puis au bout d'un moment, quand on a atteint les 30% de contraste maximum qu'on peut atteindre, ce pic s'élargit. Et du coup, en fait, l'information... Finalement, on s'attendrait en fait à ce que les bandes latérales, c'est la modulation de fréquence en gros, donc on s'attendrait à ce que les bandes latérales suivent des fonctions de Bessel, mais en fait, ce n'est pas la profondeur des bandes latérales qui suit des fonctions de Bessel, mais c'est l'aire de toutes ces bandes latérales-là. Donc en fait, il y a un compromis, c'est dû aux élargissements radiatifs, et ça se comprend assez bien, je ne sais pas si c'est très clair ma réponse. Donc l'élargissement vient après Voilà. On voit d'abord une augmentation du contraste, ensuite un élargissement. Donc quand on est à très faible contraste, il y a peu d'élargissement. Voilà, pour faire simple. Donc ça, c'est des mesures qui simulent justement un oscillateur mécanique. Et pour tout ce qui est couplage optomécanique, atteindre le régime des bandes latérales résolues est très important parce que c'est justement dans ce cadre-là qu'on va pouvoir effectuer des techniques de refroidissement actif qui pourraient permettre d'atteindre l'état fondamental. C'est-à-dire toutes les techniques de refroidissement actif permettent d'atteindre l'état fondamental que si la fréquence de vibration de l'oscillateur qu'on cherche à refroidir est plus grande que la largeur spectrale du système qu'on utilise pour refroidir. Donc là, en l'occurrence, le spin. Donc ça, c'était des mesures continues, on va dire, d'ISR traditionnel, mais on s'est intéressé ensuite à la dynamique de ce système-là. Il est assez facile sur le centre NV de générer des oscillations de Rabi, c'est-à-dire on peut préparer le spin dans l'état ms égale 0, ensuite appliquer un pulse micro-ondes qui va manipuler le spin, et ensuite, via un deuxième pulse optique de lecture, on va pouvoir mesurer l'état de spin comme je l'ai présenté précédemment. Donc, je ne passe pas vraiment sur le détail, mais lorsqu'on varie la durée du pulse micro-ondes, on peut observer des oscillations de Rabi du spin électronique. Et lorsqu'on fait la même chose dans le cas de l'oscillateur
cette simulation du régime des bandes latérales résolues, ce qu'on voit apparaître, et lorsqu'on désaccorde en gros la fréquence de Rabi, ce qu'on voit apparaître, c'est donc des oscillations de Rabi sur la porteuse, mais également des oscillations de Rabi beaucoup plus lentes pour ces paramètres-là sur les bandes latérales. Et donc on est en train d'étudier actuellement justement un peu toute cette signature-là. Parce que c'est assez intéressant pour nous, parce que si on était avec un oscillateur qui serait dans son état fondamental, à ce moment-là, on verrait justement une asymétrie entre les fréquences de Rabi de la bande latérale bleue et rouge, et donc de développer un peu toutes ces techniques de mesure et de contrôle du spin, c'est quelque chose dont on aura besoin plus tard, lorsqu'on fera ça avec des vrais oscillateurs mécaniques froids. Voilà, donc ça c'était... Donc, quelle est la suite en gros de ces expériences-là? Donc, on a démontré en gros comment les vibrations mécaniques pouvaient modifier les propriétés de spin. Maintenant, on a envie d'étudier le couplage en sens inverse, c'est-à-dire comment le spin peut affecter l'oscillateur mécanique. Et pour cela, lorsqu'on a un Hamiltonien de couplage de ce type-là, à ce moment-là, on a une force qui va dépendre du spin et qui va vraiment être l'ingrédient pour manipuler l'oscillateur et de manière plus générale pour créer une intrication entre le spin et le résonateur. Donc, dans ce cadre d'un couplage dispersif de son sigma z, c'est-à-dire si l'état de spin est ms égale 0, à ce moment-là, il n'y a pas de force qui va s'appliquer sur l'oscillateur et il va osciller autour de ses fluctuations, autour de sa position d'équilibre naturel. Par contre, si le spin bascule vers son état excité, à ce moment-là, on va avoir une force statique qui va s'appliquer sur l'oscillateur, et l'oscillateur va osciller autour d'une nouvelle position d'équilibre déplacée par delta x spin. Lorsqu'on met les ordres de grandeur, donc la force pour un gradient de 10,6 Tesla par mètre, qui est presque réaliste à atteindre expérimentalement, est de l'ordre de 20 attonewtons, et le déplacement qu'on va chercher à avoir comme cela est de 80 femtomètres, ce qui est très petit, alors un facteur 10 plus petit que les fluctuations de 0.0 de l'oscillateur, ce qui veut dire qu'on est dans un régime de mesure ultra faible, enfin faible. Mais cependant, la sensibilité en force de ces nanorésonateurs mécaniques avec lesquels on travaille permet d'atteindre quelques dizaines d'attonewtons par racine de Hertz, ce qui veut dire qu'en répétant l'expérience, ce qui veut dire que cet ordre de grandeur-là, bien qu'il soit très petit, est quand même détectable avec ce type de système-là, puisqu'on travaille avec des nanorésonateurs qui permettent d'atteindre des sensibilités en force très importantes. Et en fait, en faisant cela, on encode en fait l'état de spin sur l'oscillateur mécanique, et en mettant des ordres de grandeur avec un système qui travaille à température ambiante, mais refroidi de manière active, il devrait être possible de voir justement cet effet Stern-Gerlach en 25 secondes de moyen-âge, ce qui est tout à fait raisonnable pour les systèmes avec lesquels on travaille actuellement. De plus, si on fait ça avec un oscillateur non pas à température ambiante, c'est-à-dire qui présente beaucoup de mouvements browniens, mais qui est vraiment dans son état fondamental, ou proche de son état fondamental, à ce moment-là, ce temps de mesure peut devenir plus rapide que le temps de vie du spin. Et à ce moment-là, on a une mesure non destructive de l'état du spin, et on pourrait imaginer, par exemple, observer des sauts quantiques du spin, simplement en mesurant la position de l'oscillateur au cours du temps. Donc c'est ce qui nous motive justement pour étudier cet autre aspect du couplage le sens inverse du couplage optomécanique, enfin du couplage hybride qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Et de même, je vais passer rapidement, mais cette capacité d'actuer, de contrôler et d'exciter le résonateur mécanique via le spin permet également, dans ce cadre des bandes latérales résolues, d'envisager de refroidir l'oscillateur mécanique grâce au spin unique, c'est-à-dire en envoyant la micro-onde sur les bandes latérales. On va pouvoir absorber les photons micro-ondes à cette énergie-là et les réémettre ici, donc par cycle. On va pouvoir refroidir, on peut envisager justement de refroidir l'oscillateur mécanique, potentiellement jusque dans son état fondamental, et c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par Peter Rabel, qui était à l'époque dans le groupe de Lukin, et vous pourrez trouver plus d'informations là-dessus. Donc, pour justement étudier ce couplage en sens inverse, on a besoin d'avoir une mesure optique très sensible des vibrations des nanophiles. Et pour ça, on a monté une expérience relativement simple, c'est-à-dire en plus du laser d'excitation qui servait à pomper le centre NV, on a juste rajouté un deuxième objectif de microscope et envoyé le tout sur une photodiode à cadran. C'est juste 2 cadrans dont on mesure la différence d'intensité, et la partie DC est envoyée vers un oscilloscope et permet de faire des images afin de positionner le nanophile
au waste du laser. Et la partie HF de la différence permet de mesurer les vibrations de l'oscillateur. Donc voilà les cartes qu'on obtient lorsqu'on scanne en fait la position du nanophile perpendiculairement à l'axe optique. Donc là, on peut voir le signal d'essai de la différence, et on voit en fait l'extrémité du nanophile. Il faut imaginer que le nanophile est comme ça. Quand on fait la même chose, mais dans le plan horizontal perpendiculaire au nanophile, on peut reconstruire comme ça le waste optique. On voit bien que cette figure-là converge vers le waste. Et ça permet comme ça de positionner le nanophile au sein du waste. Et ça, c'est obtenu avec des nanophiles d'une centaine de nanomètres à peu près. Et le faisceau laser étant focalisé sur 400-500 nanomètres environ. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on positionne le fil donc, au centre du waste, on peut mesurer sur le signal HF, en fait, avec une très très grande dynamique, les fluctuations de ces nanorésonateurs mécaniques, bien que ces mesures-là soient prises à pression ambiante, donc pour le facteur de qualité est seulement de 3 à peu près, je crois, pour cette résonance-là, et on peut avoir quand même une dynamique très très grande de plus de 30 dB sur ces résonances-là. Et donc c'est une technique de mesure très simple, qui, grâce à la très faible masse des oscillateurs, permet d'atteindre en fait, la limite quantique standard sans avoir besoin de recourir à une cavité optique. Pardon ? Le waste, c'est la largeur du... Donc le faisceau laser est focalisé en un point, et c'est globalement la largeur de ce faisceau laser à l'endroit le plus étroit. Donc on ne peut pas... Voilà. Donc, bien qu'on ait des nanorésonateurs donc beaucoup plus petits transversalement que la longueur d'onde optique, on peut quand même avoir une très très grande sensibilité de mesure sans avoir recours à une cavité. Et le background qui apparaît sur la mesure ici est en fait le bruit de phase du faisceau laser qui sert à mesurer. Et on a vérifié que ce niveau-là était bien le bruit de grenaille en fait, du laser qui permet de mesurer. Et tout ça est obtenu donc à pression ambiante. Lorsqu'on baisse la pression dans l'enceinte à vide, on peut résoudre en fait les différents modes propres de vibration, donc les polarisations qui sont dans l'axe de vibration dans l'axe de propagation du laser et transversalement. Et en fait, cette technique de mesure en fait, permet de mesurer aussi bien les vibrations perpendiculaires que les vibrations le long du fil, puisqu'on a un gradient du signal d'essai dans les deux directions qui peut être mesuré. Et ça permet d'ailleurs de trouver les orientations des modes propres de vibration du nanophile. Donc on peut vérifier, en fait, prendre ces courbes-là à différentes puissances optiques et de vérifier que le signal est indépendant de la puissance, simplement. Ça, finalement, l'air qui est sous la courbe, c'est une mesure de la température du fil. Et donc on peut vérifier que, pour les phonons, en tout cas, il n'y a pas d'échauffement, simplement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour vérifier. On varie la puissance lumineuse et on regarde comment ces courbes évoluent. Et on vérifie bien que le signal, sur l'analyseur de spectre, en fait, ce signal croît de manière quadratique avec la puissance optique, tandis que celui-là croît de manière linéaire. Et on peut justement, c'est une preuve en fait que ce signal-là est bien du bruit de grenaille, et que ce signal-là, s'il varie uniquement de manière quadratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffage supplémentaire du fil. Et on n'a pas observé de chauffage, aucun chauffage en fait sur ces systèmes-là. Oui. Pardon, les deux pics, ça correspond en fait à deux modes propres de vibration. Donc le nanophile, il peut vibrer dans deux directions, c'est une base. Donc par exemple, dans la direction du laser et perpendiculairement au laser. Et bien que le laser se propage dans cette direction-là, il est quand même possible de mesurer les vibrations dans l'axe du laser en positionnant le nanophile un peu sur le bord, c'est-à-dire dans une zone où, le long de l'oscillation, on voit une variation du signal d'essai. À ce moment-là, on voit, c'est la même échelle à gauche et à droite. Donc ces courbes-là, sont la dérivée de cette courbe-là, transversalement et perpendiculairement et dans l'axe du faisceau laser. Et on voit qu'on a à peu près la même pente ici et là, donc la même pente pour les deux modes propres de vibration. Et donc cette courbe-là est obtenue un peu entre les deux, c'est-à-dire pas tout à fait là ni là, mais un peu entre les deux, afin de voir les deux polarisations de vibration. Et ce qui est intéressant, parce que justement on a une oscillation dans les deux directions qu'on peut résoudre. Donc c'est-à-dire que si on veut utiliser cet objet-là comme une sonde de force, on peut avoir une mesure vectorielle de la force, parce que le décalage en fréquence va être proportionnel, va être mesuré dans cette direction-là et dans cette direction-là. Va mesurer en fait le gradient de force dans la direction d'oscillation. Donc on peut avoir vraiment une mesure
vectorielle du gradient de vibration, enfin du gradient de force. Donc, on est en train de travailler pour mettre à vide justement cette expérience-là, afin d'augmenter le facteur de qualité mécanique, dans le but d'atteindre des sensibilités en force beaucoup plus grandes. Avec les systèmes qu'on a actuellement, on doit pouvoir atteindre quelques attonewtons par racine de Hertz pour des systèmes qui fonctionnent à température ambiante, c'est-à-dire c'est quasiment les meilleures sensibilités qui ont été obtenues vraiment avec des vrais oscillateurs mécaniques, mais à des températures du mi-Kelvin. Donc c'est possible de faire quasiment la même chose avec ces nanorésonateurs-là, à condition de vraiment être capable de voir bien le mouvement brownien. Donc quand on baisse la pression, on voit une augmentation du facteur de qualité mécanique. Là pour le moment on est limité à quelques milliers, mais c'est déjà suffisant pour commencer à faire un peu de physique. Donc là je reprends les deux pics qui sont là. Et si on trace la fréquence de ces deux pics, justement, en fonction de la position du nanophile au sein du faisceau laser, du waste laser, à ce moment-là, et qu'on trace le décalage en fréquence du premier mode et du deuxième mode, on voit une structure un peu compliquée, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, de toute façon on n'a pas encore cette compréhension-là, mais on voit bien qu'au centre du faisceau laser, il n'y a pas de gradient de force, parce qu'à la fois la force de pression de radiation et les forces de gradient sont nulles, puisqu'on a un maximum d'intensité lumineuse. Oui. Cette expérience-là, il n'y a pas nécessairement besoin de s'entraîner. Pas du tout, non. C'est juste pour... Là, on étudie justement l'oscillateur et on essaie de comprendre, d'améliorer la sensibilité en force de l'oscillateur pour pouvoir plus tard travailler sur des centres NV. Mais bon, d'avoir un centre NV à l'extrémité ne va pas changer beaucoup toute la physique de vibration mécanique de ces objets qui sont quand même beaucoup plus gros qu'un centre NV. Et surtout que le centre NV est attaché à une zone dans laquelle il n'y a pas de contraintes, du coup toutes les propriétés mécaniques ne vont pas vraiment être affectées. Donc on voit comme ça que la mesure de cette sonde vectorielle va pouvoir justement permettre de mesurer les forces optiques au sein du faisceau laser. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, puisque typiquement on va mesurer des puissances qui vont induire des forces optiques de l'ordre un peu en dessous du femtonewton, alors que nous ce qu'on va vouloir mesurer est de l'ordre de une vingtaine d'attonewtons à peu près. Donc il est important de contrôler, de stabiliser justement ces forces optiques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au waste exactement, il n'y a pas de décalage en fréquence de ces résonances-là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gradient de force. Donc on va pouvoir justement utiliser ça pour stabiliser la position du laser sur le nanophile de manière extrêmement précise, en fait. Alors, on peut se poser la question pourquoi ça marche si bien et pourquoi on arrive à avoir de telles sensibilités avec les nanophiles. Et la réponse qu'on a actuellement vient en fait du fait qu'il existe pour les nanophiles avec lesquels on travaille, donc de 200 nanomètres typiquement de diamètre, en fait des résonances de mie dans le fil qui font en sorte que la section efficace de diffusion augmente. Donc, c'est-à-dire qu'on a une sorte de résonance interne au matériau, au nanophile, qui fait que la section efficace devient comparable à lambda sur 2. Et donc lorsqu'on focalise le laser sur une taille comparable à lambda sur 2, on va avoir un contraste très important, puisqu'il y a beaucoup de photons qui vont pouvoir interagir avec le système. Et c'est d'ailleurs tellement important que le setup laser est bien aligné, et qu'il y a toujours des réflexions un peu parasites le long de l'axe de propagation, on peut construire en fait une sorte de cavité optique avec un miroir qui est dans le nanophile qui réfléchit la lumière, et l'autre cavité étant cette réflexion parasite sur un des éléments optiques qui se trouve avant. Et on voit comme ça les lignes d'isophase, donc c'est un effet interférométrique, donc on est sensible à la phase, et on peut reconstruire comme ça les lignes isophase au sein du faisceau lumineux. Donc, c'est exactement la même chose, c'est simplement en balayant en fait la position du fil au niveau du waste. Mais juste lorsqu'on aligne vraiment bien l'optique, les réflexions parasites sur tous les éléments optiques peuvent se propager dans la direction, peuvent revenir vers le fil en fait, et donc on obtient ces courbes-là aussi. Il faut scanner un peu vite pour que justement que ces franges en fait ne disparaissent pas au cours du scan, ne soient pas moyennées au cours du balayage. Donc, c'est-à-dire que pourquoi ça marche si bien, c'est à cause de ces résonances de mie à l'intérieur du nanorésonateur, c'est-à-dire à l'intérieur du nanophile, on peut faire rentrer en fait des nœuds et des ventres du champ lumineux, comme dans une sorte de Fabry-Pérot. Et en fait, ça marche tellement bien. Enfin, ce processus de mesure, en fait, on a testé sur d'autres systèmes et on a pu comme ça observer en fait le mouvement brownien en fait de nanotubes de carbone. Donc pour ça, je ne sais pas si on voit très bien, mais on a quelques nanotubes de carbone qui sont suspendus en fait au-dessus du vide.
comme cela. Lorsqu'on les met dans le setup optique, on obtient ces images-là qui permettent d'observer justement de localiser le nanotube. Et simplement, en mesurant la différence sur les cadrans, on peut observer avec une très très grande dynamique les différents modes propres de vibration de ces nanotubes-là. Donc justement, on est en train de travailler justement avec Antoine Rézerba et le groupe de Vincent Bouchal, Laetitia Marty et Nejwa Bediab sur justement ces mesures-là, puisque si on est capable de faire, puisque l'emploi de nanotubes permettrait vraiment d'augmenter encore la sensibilité en force de ces expériences-là, du fait de leur très faible masse. Alors, la dernière chose que je voudrais évoquer, c'est le couplage par contrainte dans nos structures. Si on est capable de réaliser des résonateurs mécaniques en diamant, à ce moment-là, les vibrations de l'oscillateur vont induire des déformations de la maille cristalline du diamant, et ce qui va modifier les propriétés électroniques du centre NV. Alors là, à ce moment-là, on parle essentiellement en fait, des propriétés électroniques, c'est-à-dire de l'énergie, de la longueur d'onde en fait, de résonance entre l'état fondamental et l'état excité. Et lorsqu'on met les ordres de grandeur, on peut écrire un Hamiltonian couplage qui est similaire à l'Hamiltonian couplage magnétique, sauf que le terme de couplage est lié non pas au gradient du champ, mais à la variation de cette énergie-là avec les contraintes. Et cette constante de couplage est 4 ordres de grandeur plus grande que ce qu'on peut avoir avec du couplage magnétique, qui, lui, est déjà très très fort, puisqu'il permet justement d'atteindre le régime de couplage fort. Donc c'est très intéressant de développer ces structures intégrées en diamant, afin justement d'étudier, d'augmenter l'efficacité du couplage. L'intérêt également de travailler sur des structures en diamant, c'est que ça va permettre d'augmenter la durée de vie des centres NV. Il faut savoir que les valeurs de 2 millisecondes ont été obtenues de temps de vie ont été obtenues dans du diamant massif, et il est impossible d'atteindre des valeurs comparables sur des nanocristaux. Donc c'est un double bénéfice de créer des résonateurs en diamant, puisqu'on va à la fois augmenter la durée de vie de spin de ces centres NV, et en plus augmenter la constante de couplage si on est capable de travailler avec le couplage par contrainte. Donc pour ça, là on est en train de développer avec des groupes à l'intérieur du laboratoire de l'équipe semi-conducteur à grand gap, des structures en diamant suspendues, voilà. Mais la fabrication du diamant étant évidemment beaucoup plus difficile que ce qu'on peut faire sur du silicium ou d'autres structures comme ça, d'autres matériaux. Dans le cadre du couplage par contrainte, on a aussi travaillé avec l'équipe mixte du laboratoire, regroupant Jean-Philippe Poisa, Maxime Richard, Alexia Ofev et Gilles Noguès. Et du côté fabrication au CEA, les gens qui sont chargés de la fabrication, donc c'est Julien Clodon dans le groupe de Jean-Michel Gérard. Donc on a travaillé en fait justement sur le couplage par contrainte dans un autre système hybride, dans ces nanophiles en fait de GAS qui contiennent en fait des boîtes quantiques d'arsenic d'indium localisées à la base en fait de ces systèmes-là. Donc ces systèmes-là, naturellement, ce sont de bons oscillateurs mécaniques, et on s'est rendu compte en fait que lorsque on faisait vibrer en fait ces trompettes, on induisait en fait des modifications des propriétés de photoluminescence du spectre en fait de résonance des boîtes quantiques qui étaient à cet endroit-là. Donc le setup est le suivant: avec un laser, on pompe les boîtes quantiques tout en mesurant le signal réfléchi, ce qui nous permet de mesurer et de calibrer les vibrations de ce système-là. Les nanophiles sont placés dans un cryostat, excités par un piezo placé à l'arrière de l'échantillon. Comme ça, on peut exciter ces modes propres de vibration. Et on peut ensuite également mesurer les propriétés de photoluminescence de ces boîtes quantiques. Et voilà le spectre qu'on a obtenu sur plusieurs boîtes quantiques situées dans ce nanopilier. En bleu, c'est les courbes qu'on obtient lorsque le système est au repos, c'est-à-dire lorsqu'on n'excite pas le système. Et en rouge, voilà les courbes qu'on obtient lorsqu'on excite le système. Donc on voit que comme pour le couplage avec les centres NV, on obtient ce double pic qui traduit simplement que l'arrêt, la résonance en fait, de la boîte quantique oscille sous l'effet des contraintes. Donc, si on reprend le même graphe, mais lorsqu'on scanne en fait, la fréquence d'excitation, on va observer en fait, un maximum de réponse lorsque la fréquence d'excitation colle avec la fréquence de résonance. Et on a également fait des mesures stromboscopiques de cet élargissement-là. Et on voit que les différentes boîtes quantiques oscillent avec des amplitudes et des phases différentes.
ce qui signifie en fait qu'elles sont localisées à des distances et des côtés variables par rapport au nœud de vibration du nanophile. Et donc, indirectement, en fait, cette mesure stromboscopique permet finalement de mesurer la localisation de la boîte quantique au sein de ce nanopilier, et ça donne un nouvel indice sur le positionnement. Ça donne un indice en fait sur le positionnement de ces nanophiles par rapport aux surfaces, par exemple, et ce qui permet de tester des prédictions théoriques sur la dégradation, par exemple, des propriétés des boîtes en fonction de leur écartement, de leur distance à la surface. Et si on est capable de faire ça sur un nanophile qui présente deux modes propres de vibration, par exemple orthogonaux, à ce moment-là, on peut avoir un positionnement absolu des boîtes quantiques. Et juste, je n'ai pas précisé, pardon, mais l'effet est beaucoup plus grand sur les bords qu'au centre, parce que justement, la contrainte est maximale pour ces modes propres de vibration-là, lorsque sur les flancs de l'oscillateur. C'est-à-dire que les parties qui sont sur le bord sont contraintes d'un côté et décontraintes de l'autre, on va dire, avec un nœud de vibration et de déplacement et de contrainte, un nœud de contrainte, pardon, au milieu du pilier. Donc je voulais juste mentionner ça parce que c'est une autre illustration du couplage par contrainte qui va permettre ensuite de développer de nouvelles structures hybrides. Et enfin, les mesures des contraintes, je vous fais un peu de publicité sur un travail qu'on a fait avec l'équipe de Vincent Bouchia, qui était justement sur une mesure in situ des contraintes dans une membrane de graphène. Donc, on peut mesurer les contraintes localement via les signatures Raman. C'est-à-dire si on envoie un faisceau laser, qu'on mesure les photons Raman et qu'on effectue la spectroscopie de ces photons Raman, si on varie la contrainte et l'état de contrainte sur la bande G d'un résonateur en graphène, on va avoir une déformation de ces profils de raies. Et en analysant par exemple la fréquence centrale de la raie G du graphène, on peut voir en fait qu'on observe un amollissement en fait de la fréquence de résonance, de la fréquence Raman, qui apparaît lorsque le déplacement, lorsque on excite justement ce système à la fréquence de résonance. Donc via ces mesures Raman, en fait, on a une autre mesure de mesurer les contraintes dans les nanorésonateurs avec une résolution optique, et c'est un autre outil pour toutes les études qu'on fait actuellement. Voilà. Donc, en conclusion, je vous ai présenté essentiellement ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire c'est le couplage de nanophiles avec le spin de centre NV. Je vous ai présenté d'abord le couplage magnétique et les premières observations qu'on a eues. Je vais présenter des méthodes pour pouvoir mesurer en fait les vibrations de ces nanorésonateurs, des méthodes purement optiques qui permettent d'avoir une grande sensibilité de mesure. Et enfin, présenter des directions pour augmenter encore le couplage dans ce système hybride en travaillant sur les contraintes. Et finalement, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est simplement de voir comment les vibrations de l'oscillateur affectaient les propriétés du système à deux niveaux. Maintenant, l'enjeu pour tout notre travail, c'est vraiment de savoir comment, de mettre en évidence justement l'ingrédient essentiel dans ce système-là, c'est-à-dire d'avoir une force qui dépend de l'état du spin, c'est-à-dire de voir comment le spin va affecter le résonateur. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Et je vous remercie pour votre attention.